Moi, je vais vous parler de robotique, donc Jean-Pierre Gazeau. Donc moi, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis ingénieur de recherche CNRS dans un laboratoire qui s'intéresse à la robotique avec une double compétence robotique biomécanique. Et nous, ce qui nous intéresse dans nos activités de recherche, c'est d'assister l'humain dans son environnement. Alors d'abord, parler de robotique, c'est important. Et cette robotique, nous, dans l'équipe, elle s'applique aussi bien au domaine du sport pour assister l'humain dans la performance sportive, pour optimiser le mouvement humain, que dans la santé, dans le contexte du handicap, mais aussi beaucoup dans l'industrie du futur. Et dans l'industrie du futur, aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la robotique, c'est un puissant outil. On a parlé à une époque beaucoup de robocalisation, c'est-à-dire qu'on utilise la robotique pour relocaliser. Si on regarde aujourd'hui les pays qui ont su conserver en Europe leur industrie, il y en a deux essentiellement. C'est l'Allemagne, l'Italie. L'Allemagne, 2017, 200 000 robots implantés, industrie forte. Italie, 60 000 robots implantés, industrie forte. France, aujourd'hui, 30 000 robots implantés, on commence à reprendre, mais on a perdu toute notre industrie parce qu'on a souffert du manque d'innovation, du manque d'automation et du manque de robotisation pendant des années. C'est ce qui nous a permis de garder cette industrie forte, c'est ce qui va nous permettre de garder nos emplois, de relocaliser. On a parlé beaucoup de l'impact des transports qui est énorme et de redevenir indépendant fortement de la Chine dans la production de nos biens, donc avec, bien sûr, un impact écologique fort. On conçoit des robots dans mon équipe, du hardware, on conçoit ce que j'ai coutume d'appeler de l'intelligence pour robots, du logiciel. Alors pourquoi des mains robotiques ? Alors, avant d'introduire les mains robotiques, on va faire une petite histoire de la robotique depuis les années 60. 61, introduction du premier robot industriel dans les usines General Motors aux États-Unis, le robot Unimet. La robotique industrielle, elle s'est développée pendant 40 années. Elle s'est substituée à l'homme, elle a remplacé l'humain sur toutes les tâches pénibles et répétitives. C'est-à-dire que c'est là aussi, malheureusement, que le robot a acquis son image de voleur d'emploi non qualifié. Un rapport de l'IFR a dit, il y a quelque temps maintenant, que 1 million de robots implantés, c'est 3 millions d'emplois créés indirects derrière. C'est-à-dire que par contre, on a détruit de l'emploi non qualifié pour créer de l'emploi qualifié. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à noter. On a gardé surtout notre industrie, notre productivité et la capacité à produire localement. On voit que dans cette robotique industrielle, la robotique est spécialisée. On a des robots d'assemblage, des robots de soudure, des robots de peinture. C'est-à-dire c'est des robots qui sont dédiés à une tâche spécifique. Début des années 2000 a été introduite une nouvelle robotique qui est la robotique de service. Le robot aspirateur, c'est probablement le robot le plus vendu au monde aujourd'hui. Le robot Roomba, que vous connaissez tous. Et ces robots aspirateurs, ils ont été introduits, ils sont sortis finalement, les robots, grâce à cette robotique de service de l'environnement manufacturier. Robot Pepper, les robots qui sont dédiés à l'interaction sociale. Donc là, on a un robot qui est capable d'interagir socialement avec l'humain. Par contre, il n'est pas capable d'interagir physiquement avec l'environnement. Les bras et les petites mains qui sont embarqués sur le Pepper, c'est simplement pour créer de l'interaction gestuelle avec l'humain. Interaction avec les personnes âgées, interaction avec les enfants à l'hôpital, par exemple. Et puis, robots de chirurgie que vous connaissez tous aujourd'hui, qui sont implantés dans tous les centres hospitalo-universitaires de France pour des opérations qu'on appelle de chirurgie mini-invasive. Aujourd'hui, les 3/4 des opérations de la prostate sont faites avec ce type de robot aujourd'hui en environnement hospitalier. Et puis, bien sûr, ces robots-là, ils ont été aujourd'hui fortement introduits dans le militaire, dans l'exploration spatiale, on le verra tout à l'heure avec Justine, mais également dans la robotique nucléaire, c'est-à-dire tous les endroits hostiles également. 2010, ça a été un tournant puisque les robots, qui n'étaient pas auparavant en interaction directe avec l'humain, sont entrés en interaction directe avec l'humain, puisque là, on voit qu'on a de nouveaux robots, limités en force et en vitesse, intrinsèquement sûrs pour l'humain, qui peuvent assister directement l'humain. C'est l'apparition du troisième bras, finalement. On a des robots qui assistent l'humain dans la réalisation de tâches manufacturières. Ce qui est intéressant avec ces robots, c'est qu'on valorise l'humain dans ses fonctions. C'est-à-dire que là, le robot, on lui laisse faire les tâches ingrates. Par contre, il vient valoriser l'humain et l'assister, l'accompagner dans la réalisation de tâches complexes. Ces deux petites vidéos, c'est simplement pour montrer un petit peu, depuis 1936, les temps modernes, Charlot. C'est vrai que Charlie Chaplin, quand il a fait ce film, en fait, il a montré, finalement, dénoncé les excès, finalement, de la modernité industrielle, les excès également du travail à la chaîne. Et puis, les robots, petit à petit, se sont implantés et ont réalisé de plus en plus de tâches complexes en environnement manufacturier, jusqu'à ce petit film aujourd'hui. Alors, ce petit film, ce n'est pas la réalité. Là, on est dans la pure fiction. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on essaye de développer en recherche, mais
développer un scénario d'interaction sûr, je ne suis pas certain que l'un d'entre vous ait le courage d'aller se mettre sur le siège pour se faire raser par le robot. Je pense que le barbier a encore de beaux jours devant lui. Là, sécuriser l'interaction humain-machine avec tout le déterminisme que ça nécessite, ça, c'est des choses qu'on développe aujourd'hui dans les laboratoires. Arriver à un tel niveau de sûreté et d'autonomie, c'est encore de la fiction. On commence à voir, vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux, de plus en plus de communication sur les robots humanoïdes qui envahissent finalement les médias. Alors les robots humanoïdes, ce sont de formidables démonstrateurs de tout ce qu'on est capable de faire en termes de briques technologiques d'un point de vue recherche. On est au top de la conception mécatronique, puisqu'on intègre tout ce qu'on fait de mieux en conception mécatronique, en ingénierie logicielle, une ingénierie logicielle qui est fortement dopée à l'IA, l'intelligence artificielle, et au machine learning. Par contre, se pose la question finalement de quelle utilité de ces robots et quelle place on veut laisser à ces robots dans notre société. Et puis une question aussi essentielle, on a parlé beaucoup d'écologie et d'impact sur notre planète. L'impact du numérique et l'impact croissant du numérique finalement sur notre planète avec ce type de développement. J'aime bien cette petite slide qui est extraite d'un atelier que j'avais animé il y a quelques années maintenant sur le numérique. On voit bien une petite puce de 2 grammes. Il ne faut pas oublier que c'est quand même 32 kg de matières premières extraites. Et matières premières qui sont extraites avec un impact CO2 fort. Ce qu'on voit aussi avec ces robots, quand vous regardez 10 minutes de vidéo de Boston Dynamics, vous ne voyez pas ça derrière. C'est-à-dire que vous ne voyez pas tous les essais-erreurs. Pour faire 10 minutes de vidéo, d'une vidéo magnifique de Boston Dynamics avec le robot Atlas, derrière, vous avez peut-être 1 mois d'essais-erreurs et derrière, vous voyez un petit peu qu'on est loin d'intégrer ces robots-là en environnement sociétal et encore moins en environnement industriel. Imaginez la chute de ce robot-là qui fait plus de 80 kg sur un petit enfant qui se trouve à côté. Donc vous voyez, la sécurisation de l'interaction humain-machine, c'est un vrai sujet. La robustesse des contrôleurs qui sont développés pour faire marcher ces robots, les faire se déplacer, ce sont de vraies questions scientifiques aujourd'hui qu'on adresse dans nos laboratoires. Alors, la robotique collaborative, ça va me permettre d'introduire finalement l'utilité de ces mains. On voit finalement cohabite dans l'industrie le poste de l'opérateur manuel, de l'opératrice manuelle, les robots spécialisés. Donc là, on voit le robot de soudure, le robot de peinture, le robot qui fait du pick and place, le robot qui fait de la palettisation. Ce qui est intéressant finalement, entre le poste complètement automatisé et le poste travail manuel, il peut y avoir un mixte des deux. C'est la troisième main que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va associer dans le même espace de travail partagé la dextérité, la flexibilité et la capacité de l'humain à résoudre des problèmes avec la force, l'endurance et la précision d'un robot. Et ça va nous permettre d'introduire une nouvelle robotique. Sauf que ces robots-là, un robot tel que vous voyez là, à la différence de l'humain, il ne sait rien faire. Un robot humanoïde, si vous ne lui mettez pas un préhenseur qui va être capable de s'adapter à une grande variété de tâches, il ne sert à rien. C'est-à-dire que le robot sans main, sans effecteur dédié, il ne sert à rien. L'humain, on a cette chance inouïe, c'est qu'on a une fonction essentielle qui est la main humaine, qui est une des fonctions les plus complexes, qui nous permet à la fois de saisir une grande variété d'objets, mais de réaliser finalement une infinité de tâches. Doter le robot d'une main robotique, c'est lui permettre de faire une infinité de tâches, c'est le rendre flexible et capable de s'adapter à son environnement. Depuis 40 ans, une centaine de mains académiques ont été développées dans le domaine de la recherche. Aucune n'a été transférée industriellement et aucune aujourd'hui n'est capable de reproduire la dextérité de la main humaine. La dextérité de la main humaine, c'est capable de saisir une infinité d'objets, mais c'est aussi capable de faire de la manipulation fine d'un objet à l'intérieur de la main. Là, je vous ai mis finalement ce qui se fait de mieux en termes de préhenseurs commerciaux. La main qui est là, vous l'avez peut-être vue sur Internet, c'est la main Shadow Robotics, 110 000 €, 20 actionneurs, 5 doigts. Mais finalement, quand vous regardez le Rubik's Cube, il est posé sur la paume de la main. C'est-à-dire que là, finalement, on n'est pas en situation de prise stable et incapacité de produire des mouvements coordonnés. C'est-à-dire que là, vous ne saisirez pas le Rubik's Cube de cette façon-là, avec cette main-là, puisqu'on est incapable de coordonner des mouvements fins à l'aide des doigts de la main Robotic Shadow. Par contre, on est capable de faire une grande variété de saisies. C'est ce que démontre finalement la main Shadow dans le cadre de la cuisine Mollet. Mais finalement, utiliser une main 110 000 € pour produire uniquement la saisie d'une louche et la saisie de quelques objets finalement standards, vous pouvez le faire aussi avec des préhenseurs à moindre coût. Et j'ai envie de vous dire que le préhenseur à 18 000 € et même celui à 4 600 $ ici est capable également de faire la même chose. Donc aujourd'hui, se pose encore la question de comment est-ce qu'on développe des mains robotiques à haut niveau de dextérité. Ça m'amène à vous présenter la main qu'on a développée dans notre laboratoire, qui est une main de référence au niveau national, mais qui est aussi aujourd'hui, je pense, dans le top 5 au niveau international. C'est une main qui est équipée de 4 doigts. 4 doigts
parce que ça permet aussi de faire du repositionnement et des mouvements d'amplitude infinie dans la main. 4 doigts, 16 actionneurs, 16 articulations, et on est capable d'imposer un mouvement fin à l'objet saisi. C'est-à-dire que là, vous avez 3 doigts finalement. Chaque doigt, c'est un robot. Donc là, vous avez 3 doigts, 3 robots qui collaborent en temps réel, qui sont parfaitement synchronisés, qui permettent d'imposer des mouvements fins à un objet saisi. Et surtout, là, vous allez le voir, de contrôler la stabilité de l'objet saisi, puisqu'on va voir un petit mouvement de translation du bouchon. Et puis, on va venir visser, dévisser et assurer finalement le contrôle complet d'une tâche de manipulation précise. Ça m'amène à vous présenter maintenant des travaux qu'on conduit avec Benoît dans le cadre d'un projet qui s'appelle T-Rex XXL, puisque ce qui nous intéresse aussi, c'est de mettre en situation spatiale, dans de très grandes dimensions, des mains, mais des mains qui seraient le prolongement d'un opérateur qui téléopérerait ces systèmes-là à distance. La main que vous voyez là, généralement, elle n'est pas sous cette nacelle, elle est plutôt sur un sous-marin, puisqu'elle a été développée pour être embarquée sur un petit sous-marin pour aller récupérer des objets archéologiques en grande profondeur avec des partenaires du DRASM, la Direction des recherches archéologiques sous-marines. Cette main-là, on l'a développée pour pouvoir prolonger la main de l'archéologue qui est sur le bateau et aller saisir une grande variété d'objets sur des épaves à 2000 mètres de profondeur. 200 barres de pression, c'est une main qui est équipée et instrumentée en effort. Avec les collègues de Nantes qui développent des grands robots parallèles à câble, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en situation dans des espaces de grande dimension des préhenseurs, des robots pour pouvoir aller travailler par exemple dans le BTP, dans l'aéronautique pour assembler des avions, dans le naval pour aller assembler des bateaux, mais également dans le BTP pour pouvoir, pourquoi pas un jour, déplacer des parpaings, déplacer des matériaux pour pouvoir faire de l'assemblage de maisons. Ce que vous montrera tout à l'heure Benoît. Donc avec Stéphane Caro et Benoît, qui développent ces robots parallèles à câble, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir assister l'humain dans la réalisation de tâches très complexes. Le BTP est fortement accidentogène. On s'est fait épingler cette année au niveau de l'Europe parce qu'on a eu beaucoup d'accidentologie dans le BTP. Là, la robotique, elle va permettre à distance de conserver le métier de l'opérateur, mais qui va, grâce à la robotique, pouvoir exécuter son métier en toute sécurité, en prolongeant son geste grâce à ses mains robotiques et grâce à ces systèmes robotiques téléopérables. Donc voilà un petit peu rapidement ce que nous promet peut-être la robotique demain. Et ici, pour terminer cette petite illustration, vous voyez, déplacement d'une grande précision. On compense à la fois, grâce au contrôleur d'effort, le poids de l'objet, on assure la stabilité de l'objet en même temps qu'on assure le déplacement fin de l'objet à l'intérieur de la main. Pour autant, aujourd'hui, on est loin de reproduire la dextérité de la main humaine, être capable de générer les mêmes efforts d'interaction et surtout avoir le même sens tactile qui permet d'avoir une grande finesse de manipulation pour pouvoir produire des gestes techniques. C'est aussi le message, c'est de dire qu'aujourd'hui, la robotique, elle ne remplacera pas l'humain sur tout un tas de sujets. C'est vraiment fait pour laisser les tâches ingrates, j'ai envie de dire, à la machine pour le valoriser dans ce qu'il sait faire de mieux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonsoir à tous, donc Benoît Furet, moi je suis chercheur à Nantes, au LSEN, Laboratoire des sciences du numérique. Et donc merci à Jean-Pierre qui a bien introduit la robotique depuis qu'on n'était pas né jusqu'à maintenant, et donc je vais continuer. Et moi, poser la question, est-ce qu'on pourrait imaginer donc, des robots qui seraient capables de fabriquer des maisons, voire d'imprimer des maisons en 3D, comme une imprimante 3D. Donc c'est la question qu'on peut se poser et qu'on peut imaginer quand on est un petit enfant, on se dire les robots humanoïdes, là, est-ce qu'ils pourraient être posés des parpaings? Est-ce qu'on pourrait imaginer un grand robot transformer qui serait capable de faire tout un tas de choses? Et comme l'a dit Jean-Pierre, derrière tout ça, il y a de l'énergie, il faut des matériaux pour produire ces bestiaux-là. Je pense qu'on peut peut-être faire un petit peu autrement, mais il faut que la robotique elle soit pensée en fonction des tâches et des missions à réaliser, d'avoir une approche holistique de la robotique. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on fait. Et donc, imprimer une maison, on s'est posé la question, est-ce qu'on serait capable de le faire ou pas? On a tenté le coup et on l'a fait. C'est une expérimentation qui a eu lieu à Nantes il y a maintenant 5 ans, où on est venu avec un robot imprimer 3D une maison. Donc, ce n'est pas une imprimante qui est plus grande que la maison. L'imprimante, elle est dans la maison. Elle roule sur le sol, donc c'est un robot polyarticulé qui est porté par un robot AGV. Et on vient à la fois imprimer l'isolant et imprimer le béton pour réaliser la maison. Alors, le robot, on l'a posé sur la dalle en béton. Et donc il est venu imprimer ses murs et les portes. Et ensuite, il a baissé la tête
il est ressorti par la porte d'entrée, qui n'était pour lui qu'une porte de sortie, puisqu'elle n'existait pas quand il est arrivé. Voilà. Et donc, cette première expérimentation a été menée à Nantes, et pour faire un logement social, donc dans une on va dire un quartier populaire nantais. Alors moi qui suis né dans une cité ouvrière nazérienne, là, je m'appelle Furet, on vivait dans une petite maison, un peu comme des cages à lapins. Et donc quand on m'a proposé de faire un logement social avec un architecte, vous voyez que ça c'est un logement social qui a été fait par Nantes Métropole Habitat. Alors la particularité, c'est qu'il y a des formes un peu particulières, et ces formes particulières, elles ont été pensées pour le bien-être des usagers. Alors on construit des maisons de façon parallélépipédique parce que c'est comme ça que c'est plus facile avec les matériaux. Alors que si on regarde bien depuis la nuit des temps, on a toujours construit des cases, des tipis ou des igloos avec des formes beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus bio-inspirées. Voilà. Donc là, la forme, c'est les formes arrondies parce que le robot, qu'il fasse un mur droit ou un mur courbe, pour lui, ça c'est grâce à l'impression 3D, c'est pareil. Autre particularité, c'est que vous voyez, la maison, elle est entourée d'arbres, bien parce que la façon de construire la maison, il fallait faire 95 mètres carrés, c'était dans le cahier des charges, et si on n'avait pas fait l'impression 3D, on avait fait la construction normale, il aurait fallu abattre des arbres pour pouvoir placer la maison. Donc en fin de compte, la maison est venue s'insérer dans son environnement, et pas l'inverse. On n'a pas détruit l'environnement pour l'adapter à la maison qu'on voulait faire. Voilà. Et donc, d'un point de vue performance, ce qu'il faut savoir, c'est que cette réalisation, la maison, l'élévation des murs a été réalisée en 54 heures. C'est-à-dire que le robot a travaillé 54 heures pour faire cette maison de 95 mètres carrés. Alors, au-delà de la performance en elle-même, il faut regarder un petit peu au-delà de ces chiffres-là. Pourquoi on a réussi à faire ça ? Parce que c'est la chaîne numérique. C'est-à-dire qu'on est parti du design, du dessin par l'architecte de la maison jusqu'à la génération de trajectoire, donc jusqu'à la pose de cette matière faite par le robot, couche par couche, quoi. Alors, comme l'a dit mon collègue Jean-Pierre, c'est que la robotisation, elle est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que dans le monde de la construction, eh bien, ce qui est difficile, et ça a été rappelé tout à l'heure, c'est la pénibilité au travail. S'il y en a parmi vous qui ont déjà posé des parpaings, vous finissez la journée, vous n'avez plus de main, vous n'avez plus de dos, et on sait très bien que des gens qui sont assez âgés, surtout que maintenant, si ça continue, il va falloir travailler de plus en plus longtemps. Et donc, poser des parpaings quand vous avez 64 ans, ce n'est pas facile. Donc, on voit bien aussi que dans le monde, ça a été dit tout à l'heure, dans le monde de l'industrie, on a beaucoup mécanisé, mais dans le monde de l'agriculture aussi. On ne va pas remettre des gens à biner ou à bêcher ou à charruer à la main. Donc, les machineries ont toujours été là pour faciliter le travail de l'homme. Donc, les robots sont aussi là pour réduire la pénibilité. Et par contre, on va laisser le travail noble, les tâches nobles, aux opérateurs. Mon père était peintre en bâtiment. Eh bien, quand j'ai commencé à travailler sur des robots peintres, il commençait à me dire « Ah, mais tu vas tuer le métier de peintre ». Ben non, parce que peindre des murs tout droits, c'est relativement facile. Par contre, au pinceau à rechampir, aller venir faire un trait de peinture le long d'une fenêtre, avec un robot, c'est extrêmement compliqué. Mais petit à petit, vous voyez, la robotique essaye d'avancer. Donc, fort de cette expérience-là de réalisation de cette maison, donc on a imprimé avec du béton et du polymère. Nous, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas construire avec des matériaux à impact environnementaux les plus faibles possibles ? Toutes les conférences qu'on a eues depuis le début de l'après-midi, et de toute façon, tout le monde en a déjà conscience, que l'environnement, c'est quand même notre préoccupation principale. Donc, on s'est posé la question de construire différemment. Et un des matériaux le plus utilisé dans le monde pour la construction, c'est la terre. Le matériau, la terre en elle-même. Cette terre qu'on a sous nos pieds. Et donc, on connaît tous, j'en parlais tout à l'heure, des cases ou des habitations dans des pays africains, du nord, du sud, ou d'Afrique centrale. Mais si on va un peu moins loin que ça, la terre a aussi été utilisée par le passé pour construire, pas loin de chez nous, en Bretagne. Alors, Bretagne Sud, dans le pays guérandais, par exemple, ou en Alsace, ou en Vendée, ou dans le Marais breton. Là, c'est l'image de la bourrine vendéenne que vous voyez là, qui est dans le Marais breton. Eh bien, c'est une construction entièrement en terre. Ça s'appelait la technique de la Bauge. Et cette maison-là, quand vous vivez dedans, en hiver, avec un tout petit foyer, vous n'avez pas froid. Et en été, vous n'avez pas besoin de clim. Parce que c'est le matériau qui veut ça. Donc, nous, on s'est posé la question, est-ce qu'on pourrait construire par impression 3D, en combinant l'high-tech de la 3D, de l'IA et de la robotique, avec la low-tech, les matériaux ancestraux et les savoir-faire ancestraux. Et donc, on a commencé à travailler à imprimer en 3D donc de la terre,
Donc on mélange avec de l'eau pour la rendre pâteuse, un peu comme si vous voulez faire des expériences d'impression 3D chez vous, prenez un tube de dentifrice, vous mettez une couche de dentifrice, après par-dessus vous remettez une deuxième couche de dentifrice, une troisième couche de dentifrice, et vous faites de l'impression 3D. Voilà, vous avez la troisième dimension avec le Z. Bon, alors vous serez content si vous montez votre dentifrice à une grande hauteur, vous allez voir, ouais, j'ai réussi à faire de l'impression 3D. Et puis quelques minutes après, vous allez vous rendre compte que boum, il y a un des côtés qui va s'effondrer. Parce que le matériau il est un peu pâteux et donc il faut qu'il résiste à la poussée et le poids des couches supérieures. Il faut que ça se tienne, etc. Donc c'est pas si simple que ça. Par contre, si vous remarquez bien, c'est une belle expérimentation, c'est qu'il y a une paroi qui a tenu le coup et l'autre qui est tombée. Pourquoi ? Parce que la deuxième paroi, les trajectoires d'impression étaient intelligemment pensées. Mais ce n'est pas nouveau. Vous savez, quand on fait de la recherche, on regarde ce que faisaient nos anciens. Et petit à petit, c'est ça la recherche. On communique, on donne nos infos, on donne ce qu'on a fait. Et puis les autres reprennent et font. Eh bien, vous voyez, dans certains pays, plutôt que faire des gros murs en pierre comme on les faisait par chez nous, là, eh bien, très massifs, eh bien, eux, ils faisaient des tout petits murs. Mais au lieu de les faire droits, ils faisaient des murs sinusoïdaux parce que ça tient très, très bien au vent et ça résiste bien mécaniquement. Comme de la tôle ondulée pour faire un toit ou comme du carton ondulé pour faire des emballages. Donc nous, notre travail, c'était de travailler sur le matériau de la terre pour bien la préparer au moment où de cette pâte où on va l'imprimer. Mais une fois qu'elle est imprimée, il faut aussi qu'elle soit suffisamment solide pour pouvoir supporter des charges mécaniques. Et aussi résister aux intempéries, même s'il fait toujours beau en Bretagne, des fois il pleut. Et donc, en donnant quelques adjuvants naturels à la terre, par exemple du blanc d'œuf, on peut la rendre hydrophobe, ou en mélangeant avec de la cire végétale, on la rend parfaitement insensible à l'eau. Et donc, c'est un matériau qu'on peut complètement utiliser pour construire. Donc, on s'est dit, on sait imprimer de la terre, est-ce qu'on pourrait construire ? Ah, on est fou quand même, mais pas à ce point-là. On s'est dit, on va essayer de construire un petit peu humblement. On va essayer de travailler sur ce qu'on appelle des îlots de fraîcheur. Dans une conférence tout à l'heure, on nous a parlé des îlots de chaleur en ville. Donc, c'est des lieux où il fait tellement chaud en ville, vous avez des places entières qui ont été soit goudronnées ou on a mis des pavés. Et après, l'été, il fait une chaleur pas possible dans ces milieux-là. Donc, un des enjeux dans les villes, c'est de rajouter de la fraîcheur en créant des espaces d'ombrage, mais aussi, on essaie de végétaliser le plus possible pour pouvoir rendre la nature dans la ville. Et donc, nous, notre idée, comme la terre est souvent, dès qu'il y a un chantier, il y a la terre excavée pour faire des fondations, cette terre, elle est transportée par des camions pour l'envoyer loin. On considère que c'est un déchet, alors que c'est un bon matériau de construction. Donc, nous, on dit, non, ce camion de terre, au lieu de l'envoyer à la perpète, nous, on va le garder. Et sur une place, on va imprimer directement et faire des îlots de fraîcheur. C'est-à-dire, on va créer du mobilier urbain dans lequel on va pouvoir planter des végétaux pour redonner de la nature en ville et retravailler un peu sur toute cette végétalisation dans la ville. Donc après, avec quoi on pourrait faire ça dans la ville ? On parle de robots aujourd'hui. Donc ça a été montré tout à l'heure par Jean-Pierre, des robots à câbles qu'on développe. Donc c'est des grands robots avec des grands câbles. On peut faire des pièces de très très grande dimension. Ça prend beaucoup de place, mais ça fonctionne très bien. Ou alors prendre des très grands robots pour faire des très grands objets. Là, vous avez un robot qui monte jusqu'à 5 mètres de hauteur. Ou un robot mobile comme on a fait à la maison. Là, on s'est dit, on va faire un petit robot déplaçable. C'est-à-dire qu'en gros, on va fabriquer fenêtre par fenêtre, c'est-à-dire qu'on va fabriquer les éléments les uns à côté des autres pour fabriquer notre îlot de fraîcheur. Et donc un îlot de fraîcheur, ça se représente de cette façon-là. Donc c'est les outils de CAO et de réalité virtuelle, voire de réalité augmentée qui nous permettent de visualiser cela. Eh bien, c'est un espace dans lequel on est venu créer du mobilier où les gens vont pouvoir s'asseoir. Ce mobilier, on peut le végétaliser et on a rapporté aussi des arbres qui vont pouvoir retrouver des ressources dans la terre qu'on va apporter. Et donc, ces espaces, ces îlots de fraîcheur sont des lieux de bien-être qui sont designés en tenant compte de l'ensoleillement et de la saison et du terrain. Alors, la place que vous voyez ici avec les immeubles, c'est une vraie place à Nantes sur laquelle on a travaillé à partir du scan des bâtiments existants et on est venu travailler sur la constitution de nos îlots de fraîcheur. Et donc, concrètement, comment ça va se passer ? Eh bien, c'est un robot de ce type-là, un robot mobile, et donc on amène la matière qui est préparée et on va venir, alors, on voit les séquences, et donc on vient imprimer et remplir de terre à l'intérieur ces espaces-là pour pouvoir créer nos îlots de fraîcheur. Et donc ce projet-là de la ville de Nantes va être mené à partir de l'été 2025.
Mais la ville de Nantes nous a dit OK, on y va, on fonce, mais après, il faudra faire l'entretien des végétaux, etc. Et nous, CNRS, on n'a pas, c'est pas notre job, quoi. On a autre chose à faire. Et donc, on a fait appel à une société qui va continuer ce projet-là, qui est la Saprena. C'est une société à mission, c'est une entreprise qui emploie des travailleurs en situation de handicap. Donc, il y a 500 salariés, 75% sont des handicapés. Et donc, on a travaillé à former les handicapés à l'utilisation de l'impression 3D et aussi des robots, parce qu'il n'y a pas de raison. Ils sont capables d'utiliser un smartphone comme nous, ils sont capables d'utiliser des robots comme nous. Il faut juste les adapter et les former. Et donc, c'est eux qui vont poursuivre ce projet de construction d'îlots de fraîcheur donc, en terre et voir peut-être demain des vraies maisons imprimées par un robot maçon. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc moi, c'est Justine, je suis doctorante en 2e année au laboratoire de planétologie et géosciences à Nantes Université. Et pour ces dernières minutes de cette session de micro-conf sur les robots, je vous propose de quitter la Terre pour voyager l'espace de quelques minutes sur notre planète voisine que vous connaissez peut-être, qui est la planète Mars. Mars, c'est la 2e planète du système solaire qui est la plus explorée après la Terre et vers laquelle on a envoyé de nombreux robots dans le but de l'étudier, de l'explorer et de comprendre son histoire. Alors ces robots, on les appelle des sondes spatiales et ces sondes spatiales, elles peuvent prendre différentes formes. On a par exemple les orbiteurs, qui sont des robots envoyés en orbite autour de la planète pour faire des observations à distance. Et on a aussi les atterrisseurs, que vous voyez sur votre gauche, qui peuvent être fixes ou mobiles et qui vont être envoyés directement à la surface de la planète pour faire des études de terrain. Donc, depuis le début de son exploration en 1960, on a une 50aine de missions quand même qui ont été envoyées vers Mars. Alors 50 missions envoyées, ça ne veut pas dire 50 réussites. On a eu pas mal d'échecs, mais on a aussi eu beaucoup de réussites qui ont permis de mettre en évidence une planète plutôt mystérieuse, plutôt intrigante, qui nous donne vraiment envie d'en apprendre plus à son sujet et de comprendre son histoire. À l'heure actuelle, on a encore une dizaine de missions qui sont opérationnelles sur Mars et qui comprennent des orbiteurs, mais aussi des atterrisseurs mobiles. Donc quand je dis atterrisseurs mobiles, c'est des robots qui vont pouvoir se déplacer à la surface de la planète pour faire des études de terrain. Et ces robots, on les appelle des rovers, et on va en parler un petit peu plus en détail juste après. Mais avant ça, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on étudie autant Mars? Pourquoi est-ce qu'on envoie autant de missions pour l'explorer? Finalement, quels sont les mystères que renferme cette planète et qui nous donnent envie d'en apprendre plus à son sujet? Eh bien, grâce aux observations, grâce aux robots, grâce aux sondes qui ont été envoyées pour étudier cette planète, on a pu mettre en évidence plusieurs structures, plusieurs paysages, plusieurs minéraux qui montrent que l'eau liquide a circulé à la surface de Mars il y a plus de 3,5 milliards d'années. Parmi ces structures, parmi ces observations, on a par exemple des réseaux de vallées, comme vous pouvez les voir juste ici, et qui sont totalement similaires à ce qu'on peut avoir sur Terre. Donc on a des rivières qui ont coulé à la surface de Mars. On peut aussi détecter des minéraux tels que le gypse, vous pouvez les voir juste ici. Le gypse qui sont des minéraux donc, qui peuvent se former uniquement lorsqu'on a une circulation d'eau. Et enfin, on a aussi des structures sédimentaires, comme celle que vous voyez en bas à droite, qui s'appelle un delta. Le delta, c'est quand on a des sédiments qui vont être transportés par un écoulement et qui vont être déposés dans une vaste étendue d'eau, donc comme par exemple les lacs. Donc, toutes ces observations que je vous montre là, ce n'est pas les seules, il y en a énormément d'autres, nous ont permis de montrer que l'eau liquide a circulé à la surface de Mars dans son histoire passée. Donc finalement, la planète Mars, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ressemble plutôt à ça. Donc c'est une planète qui est assez froide, assez sèche, qui a un aspect assez désertique et très très peu accueillant. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aimerais pas y passer mes vacances. Et grâce aux observations que je vous ai présentées juste avant, on peut s'imaginer donc que cette planète Mars, il y a 3,5 voire 4 milliards d'années, ressemblait à ça, l'image que vous avez à droite. Finalement, une planète sur laquelle on avait des rivières, des lacs, peut-être même des océans. Donc une planète sur laquelle l'eau liquide a été stable à la surface sur une longue durée. Une durée qui est suffisamment longue pour qu'on puisse se poser, nous humains, la question d'un potentiel développement de la vie à la surface de Mars. Donc alors là, c'est le jackpot. On se dit, OK, de l'eau peut-être sur Mars il y a des milliards d'années. La planète Mars, ça devient une cible astrobiologique avec un intérêt vraiment grandissant. Et donc on se dit, on va aller l'étudier d'un peu plus près. On peut se poser la question, est-ce qu'une forme de vie, peu importe la forme sous laquelle elle aurait pu se développer, a pu se développer à la surface de Mars au même titre qu'elle a pu se développer sur Terre? Pourquoi nous et pas ailleurs?
Donc pour essayer de mener l'enquête et de comprendre un petit peu, de percer les mystères de cette planète rouge, eh bien on envoie, comme je vous l'ai dit, de nombreuses sondes, de nombreuses missions. Donc on a beaucoup de sondes qui sont en orbite pour faire les études à distance, mais on a aussi envoyé beaucoup de sondes d'atterrisseurs, donc des atterrisseurs fixes et des atterrisseurs mobiles. Et dans les atterrisseurs mobiles, vous en avez ici 2 exemples. À droite, vous avez le rover Perseverance qui est arrivé sur Mars en 2021, et à gauche, vous avez le rover Curiosity qui est arrivé en 2012. Vu comme ça, ils se ressemblent beaucoup, mais ils ont quand même 10 ans d'intervalle. Donc il y a des instruments qui sont un peu plus élaborés sur la dernière version, des résolutions qui sont mieux en termes d'images, etc. Il y a quand même pas mal de différences. Et Curiosity, c'est un robot qui est encore actif. Ces robots, ils sont envoyés du coup sur Mars pour faire l'enquête que nous, humains, on n'est pas capable de faire directement à la surface de la planète. Mais où est-ce qu'on les envoie ? Eh bien, ces robots, on les envoie dans des environnements qui sont choisis avec stratégie, on ne les choisit pas au hasard. Et le rover Perseverance, il est envoyé dans le cratère qui est G0, et le rover Curiosity dans le cratère Gale. Il faut s'imaginer que c'est des cratères qui font entre 150 et 50 km de diamètre, donc c'est des cratères qui sont quand même assez imposants. Mais pourquoi ces cratères et pas d'autres en fait ? Eh bien tout simplement parce que les observations qu'on a pu faire au préalable depuis l'orbite ont montré que ces 2 cratères étaient dans leur passé des lacs. Donc ils ont été autrefois remplis d'eau. Comment on sait ça ? Eh bien parce qu'on a par exemple la présence de vallées ici, de structures sédimentaires comme je vous ai montré tout à l'heure, d'autres vallées sur les bords, pareil pour le cas du cratère Gale. Donc on a des environnements qui étaient des environnements lacustres dans leur histoire passée. Donc aller étudier ces environnements, c'est finalement essayer d'aller chercher des potentielles traces de vie. Et c'est ce que ces rovers sont censés faire et nous donner un petit peu plus d'informations au sujet des mystères de cette planète Mars. Donc les rovers qu'on envoie sur Mars, il faut s'imaginer que c'est des véritables laboratoires mobiles. Ici, vous avez l'exemple de Perseverance. Donc Perseverance, c'est le dernier rover mobile qui a été envoyé à la surface de Mars par la NASA, donc qui est arrivé en 2021. Il faut s'imaginer que c'est des rovers qui font la taille d'une grosse voiture. C'est quand même des objets qui sont assez imposants et qui vont peser plusieurs tonnes. Certes, ils pèsent plusieurs tonnes, mais il faut prendre en compte qu'on veut mettre un maximum d'instruments. Donc ici, il y en a à peu près 8-9. Mais ces instruments, ils doivent respecter des contraintes en termes de taille, en termes de poids. On a aussi un véritable challenge technologique et industriel, du coup, à partir de ce moment-là, puisqu'il faut aussi prendre en compte la communication, parce que c'est bien beau de collecter les données, mais s'il ne nous arrive pas, nous, humains sur Terre, ça ne nous sert pas à grand-chose. Donc, il faut prendre la communication avec la Terre en compte. Il faut aussi prendre en compte la batterie, parce que ces instruments, il faut les faire fonctionner. Donc ici, on a une batterie nucléaire qui est utilisée pour faire fonctionner les instruments et le rover. Et puis, il faut aussi prendre en compte la résistance des matériaux. On n'utilise pas n'importe quoi pour les envoyer sur Mars, parce qu'il faut prendre en compte aussi le fait qu'on n'est plus sur Terre, mais on est sur Mars. Donc, on a des conditions qui sont beaucoup plus extrêmes. Sur Mars, on peut avoir des variations de température au sein d'une même journée qui peuvent être très négatives comme très positives. Donc, il faut que ces instruments fonctionnent. Il faut s'assurer qu'ils vont résister au cours du temps à ces variations extrêmes à la surface de Mars. Et puis un instrument dont j'aime bien parler, c'est l'instrument MOXIE, parce qu'au-delà des analyses géochimiques, minéralogiques, organiques qui sont menées par tous les autres instruments, l'instrument MOXIE, c'est un instrument qui va utiliser les composés de l'atmosphère martienne, plus particulièrement le CO2, pour reproduire de l'oxygène. Et ça, c'est super important dans le cadre de la préparation des potentielles futures missions habitées. On sait reproduire de l'oxygène sur Mars à partir des composés qu'on a dans l'atmosphère directement sur Mars. Finalement, ces robots, quotidiennement, ils vont pouvoir mener l'enquête que nous ne sommes pas capables de mener humains à la surface de Mars. Et tous les jours, les scientifiques vont recevoir des images. Donc, ça peut être des images de paysages, de structures, de roches. On va aussi recevoir des analyses, par exemple, de la chimie des roches, de leur minéralogie, pour les comprendre un petit peu quel terrain forme la surface de Mars. Et puis dans le cas de Persévérance, on a aussi une collecte d'échantillons. Donc le bras de Persévérance vient collecter les échantillons à la surface de Mars. Donc c'est des échantillons d'intérêt, on n'en a pas non plus énormément. On les choisit assez minutieusement. Et puis l'objectif donc, de cette collecte d'échantillons, ce serait de ramener pour la première fois sur Terre des échantillons martiens dans le but de les étudier nous-mêmes directement. Donc potentiellement, c'est une mission qui pourrait avoir le jour dans les prochaines années. En tout cas, on l'espère. Donc finalement, cette étude de Mars, elle nous sert à comprendre le passé de Mars, mais aussi le passé de la Terre, parce que finalement, Mars aurait abrité dans son histoire passée des conditions qui sont similaires
aux conditions terrestres au moment où la vie s'est développée. Donc sur Mars, on peut s'imaginer qu'on avait un environnement similaire à ce qu'on peut observer aujourd'hui sur Terre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une planète où on a des lacs, des rivières, peut-être des océans et peut-être même aussi la vie. Alors spoiler, pour l'instant, il n'y a pas de découverte de vie à la surface de Mars, mais on peut s'imaginer que si on poursuit les recherches, peut-être qu'un jour on aurait des traces. Quand je dis vie, on parle de vie microbienne ou bactérienne, ça ne va pas forcément au-delà de ça, mais ça serait déjà un très grand pas sur la recherche de traces de vie ailleurs dans le système solaire que sur Terre. Et pour répondre à cette question, jusqu'où iront vraiment les robots, en tout cas dans le cadre de l'exploration spatiale, eh bien, comme je vous l'ai dit juste avant, si on reste dans le cas de Mars, on aurait potentiellement, d'ici, si ça fonctionne et si le budget est là, une mission qui s'appelle Mars Sample Return et qui aurait pour objectif de récupérer les échantillons collectés par Persévérance pour les ramener sur Terre. Comme je vous l'ai dit, ce serait le premier retour d'échantillons martiens sur Terre et ce serait vraiment un retour, une étape révolutionnaire dans notre compréhension de la planète. Mais au-delà de notre compréhension de la planète, ça sera aussi une étape très importante dans notre compréhension du système solaire global. Et puis, ça serait aussi vraiment très sympa d'avoir ces échantillons pour préparer les potentielles futures missions habitées. Et puis, pour aller encore un petit peu plus loin, je vous propose, l'espace d'1 minute, de quitter Mars, parce que l'exploration spatiale ne se limite pas à l'exploration martienne. On peut aller au-delà de notre planète Mars. Et comme par exemple dans le système solaire externe, donc ici vous avez l'exemple de la sonde JUICE qui a été envoyée printemps-été dernier et qui devrait arriver d'ici 2030 pour étudier Jupiter et ses lunes de glace. Et là, on a encore un challenge technologique et industriel qui est très important puisqu'on va dans des conditions qui sont encore plus extrêmes, dans des environnements qui sont encore plus froids, où on est beaucoup plus loin du Soleil, donc en termes d'énergie que vont recevoir les panneaux solaires pour faire fonctionner les instruments, communiquer avec la Terre, c'est beaucoup plus compliqué que quand on est sur Mars à seulement quelques milliers de kilomètres. Donc voilà, on a tout un enjeu encore sur la robotique spatiale qui grandit et un intérêt aussi de l'étude de Jupiter et de ses lunes glacées, c'est que ces lunes auraient potentiellement sous leur surface un océan d'eau liquide qui serait en contact avec des corps rocheux. Donc on aurait une chimie complexe et on peut encore se poser la question d'un potentiel développement de vie encore plus loin finalement dans notre système solaire. Donc voilà, tout ça pour dire que l'exploration spatiale continue et l'exploration martienne aussi. Et je pense que c'est pas prêt de s'arrêter. On a encore des belles choses à découvrir. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.